entre eux. Le débat du grand soir avec ce soir autour de la table Danielle Simonet pour la France Insoumise, conseillère de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous Sylvain Maillard, député La République En Marche. Bonsoir à vous. François Calfon, également conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS. Bonsoir à vous. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, président des députés Agir à l'Assemblée nationale, député de Seine-Saint-Denis également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Renaud Pila, évidemment, comme tous les soirs. Dans cette émission, on va commencer, si vous le voulez bien, par le grand débat, parce que le grand débat, il a été inspiré, figurez-vous, par quelqu'un que vous connaissez les uns les autres, et oui, quelqu'un qui revendique sa maternité, si l'on peut dire, sur cette idée, la mère de la démocratie participative, vous l'avez reconnu. C'est évidemment Ségolène Royal pour LCI. Elle explique que Emmanuel Macron lui a donc un peu piqué son idée. Écoutez. Pourtant, les Français sont très intelligents. Et donc, il y a une revendication de leur part qui est une bonne revendication. Moi, je ne peux pas, ayant défendu et pratiqué la démocratie participative, critiquer cette démarche dans laquelle je me reconnais et qui aurait dû d'ailleurs avoir lieu plus tôt, y compris sous les quinquennats précédents. Bon, c'est vrai, c'est quand même elle qui a défendu la démocratie participative avant tout le monde. Ça n'intéressera personne, mais je me demande comment quelqu'un qui est ambassadeur nommé par le précédent chef de l'État, je crois, ou l'actuel, payé par les impôts des Français, fait encore de la politique, parce que je crois que c'est pas le rôle des ambassadeurs. Je dis ça au passage, même si quand on est dans un pays qui perd la tête, personne ne se rend plus compte de rien. Deuxième chose, la démocratie participative, puisqu'on met les maires enfin à l'honneur, c'est le cas dans toutes les communes depuis toujours. Donc en 2007, elle n'a jamais dit que ce que pratiquent tous les élus de terrain. Et la difficulté du débat qu'on voit se dérouler, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait un débat. Alors il y en a peut-être, hors votre champ des caméras, mais devant les caméras, on voit plutôt le spectacle de M. Macron que le débat des Français. Et c'est bien ça la difficulté, parce que pour sortir de cette crise, s'il y a besoin de poser des sujets sur la table, c'est pas en écoutant le président de la République, c'est en écoutant les Français. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop se faire. M. Calfon disait caméra, pas caméra. Ben non, justement. Parce que quand il y a une caméra, vous ne parlez pas normalement. Parce que quand il y a caméra, ça devient un show, ça devient un spectacle, ça devient un outil de communication. S'il avait voulu écouter les maires, c'était hors caméra. On peut très bien faire savoir que le président de la République rencontre, y compris tous ses maires, se parle. Et pardon pour les journalistes, on n'a pas besoin de vous à ce moment-là. S'il a besoin de comprendre la France, s'il a besoin de connaître les Français, ce qui manifeste... Il en a rencontré au mois de décembre et il préparait ses réunions. Il en reçoit. Il a rencontré des Français. Vous en prenez pas 12 le président pour le contre sur le volet, peut-être pas pour certains d'entre eux avec une arrière-pensée. Et en l'occurrence, les journalistes, là pour le coup, il y en avait pas. Et vous posiez la question initialement, est-ce qu'il doit débattre avec des gilets jaunes? Moi, je pense que ce n'est pas le rôle du président de la République que de se donner en spectacle dans un débat. Il est là pour montrer un cap, qu'il ait besoin de s'informer, que, y compris son parcours politique fulgurant, face qu'il y a des tas de secteurs de la société française qu'il ne connaît pas, de Français dont il ne connaît pas les conditions de vie, qu'il ait besoin de s'informer, qu'il sorte des murs de l'Élysée, parce que vous ne faites pas rentrer un Français à l'Élysée, et vous lui dites maintenant vous parlez au président de la République et il parle normalement. C'est pas vrai. C'est les éboueurs et Giscard. Moi, j'ai vu Jacques Chirac, j'ai vu Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Quand vous voyez les gens dans l'Élysée, ils se comportent déjà pas normalement avec le président de la République. Donc, mais qu'il ait besoin de ça, je comprends. Mais pardon de le dire, ça se fait hors caméra. Parce que quand vous disiez quand un maire, il y a une crise, soit il le fait et vous avez le journal local qui est là. Non, mais moi je parlais off. Hein. Mais vous avez raison. Et il fait attention à ce qu'il dit. Soit il peut entendre, écouter beaucoup plus, parce que écouter, ça nécessite de ne pas être en spectacle. Quand on a 6 heures de direct, moi j'aimerais avoir 6 heures de direct des Français, parce que le président de la République, on l'entend souvent. Les Français, on ne les entend pas assez. Honnêtement, comme tous les présidents de la République, c'est un an et demi. Mais attendez, là, il s'est fait élire sur un programme très libéral d'offres. Et les Français demandent maintenant radicalement autre chose. Parmi les derniers présidents de la République, il y en a que vous avez soutenus, et honnêtement, c'est un problème institutionnel. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est le seul. C'est un problème, M. Calfon, c'est un problème, je pense, institutionnel, parce que on croit tout trancher à l'élection présidentielle. Absolument. On confie tous les pouvoirs à un homme qui est censé, pendant 5 ans, faire tout ce qu'il veut. Or, tous les présidents, 18 mois après leur élection, se sont retrouvés paralysés dans la même situation. Et on a la majorité qui nous explique, à chaque fois qu'ils ont été élus pour ça. Je conteste pas ce que vous dites. C'est bien donc un problème des institutions. Je pense donc qu'on a un problème institutionnel majeur. La question que vous comprenez bien. Souvenez-vous de ces gilets jaunes qui ont été invités à Matignon ou qui ont été invités par M. de Rugy. On est entre deux écueils. Soit le président de la République
fait son spectacle, ce qu'il est en train de faire, soit c'est le Gilet jaune qui vient se donner en spectacle. Voilà. Dans ce... en mettant en scène leur non-venue aussi. Et c'est pour ça, mais c'est pour ça que je pense que la seule façon qu'il ait de dialoguer avec, et c'est difficile pour un président de la République, c'est de le faire, non pas en cachant aux journalistes, mais en disant, j'ai réuni 200-300 personnes, vous êtes sur le trottoir, vous dites, un tel dira c'est un abruti, l'autre dira qu'il a été formidablement à l'écoute, mais au moins ça lui apporterait quelque chose. Et Sylvain Maillard vient de nous dire, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas en train de le faire, peut-être qu'on va le voir dans les heures qui viennent. Je pense que s'il le fait, il le fait savoir. Dernière chose, c'est une supplique adressée à un média d'information permanente comme le vôtre. Puisqu'il y a des débats qui ont lieu entre citoyens ailleurs en France, par pitié, filmez-les. J'en ai marre de voir M. Macron pendant 6 heures d'affilée. On n'arrête pas de le faire. Allez, vous restez avec nous. Filmez-les dans ces débats. Vous restez avec nous. Pour l'instant, c'est notre débat à nous qu'on filme. On se retrouve dans quelques minutes avec le sujet de l'attractivité de la France. Et oui, Emmanuel Macron, ce soir, était à Versailles avec des grands patrons. La chute de l'emploi industriel, depuis des années, ça se redresse un peu là, c'est pas étranger à la crise des Gilets jaunes. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens chez les Gilets jaunes qui en fait ont perdu leur place parce que leur boulot a disparu, c'est pas leur travail. Ou dans des territoires qui ont été dévitalisés. C'est pas leur emploi. Par les et départs qui ont été parce qu'il y avait beaucoup de petites industries qui irriguaient les villes moyennes, etc. J'en ai visité récemment dans le cadre de ma campagne européenne et il y a des gens qui font des choses extraordinaires. J'en ai vu dans l'Ain notamment, qui font, vous savez, les fameuses chaises de bistrot qu'on connaît tous, pliables, etc., qui deviennent des premiers mondiaux. Mais on a abandonné cette ambition en France. Deuxième chose, je veux dire que le président de la République, là pour le compte, il est totalement dans son rôle lorsqu'il rend ou il cherche à rendre la France attractive. Parce que de l'investissement chez nous, c'est effectivement de l'emploi chez nous. Je trouve très curieux de vouloir être attractif et de s'enfermer en se cachant. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi, l'an dernier d'ailleurs, c'était très ouvert. Il voulait, je crois que c'était Francis Bach, quoi. Il voulait montrer. Et là, cette année, sans le dire. C'est bizarre comme démarche, entre guillemets, parce que je pense que, oui, même si ça peut déplaire, on a besoin d'investissements étrangers, on a besoin d'investissements français, on a besoin d'aider ceux qui investissent pour créer de la richesse, parce que quand ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi. Contrairement à la richesse boursière qui fait du va-et-vient et dont on ne sait pas trop ce qu'elle crée. Donc voilà, le sujet, c'est on a besoin de remettre le paquet sur l'industrie, et si on remet le paquet sur l'industrie, on irrigue tout un territoire, tout un tissu de villes moyennes, et de gens qui n'ont pas une qualification professionnelle intellectuelle forte, mais qui ont cette qualification de la main. Et je peux vous assurer d'avoir vu encore la semaine dernière des gens qui ont un bon boulot, un bon salaire, une fierté des valeurs dans l'entreprise, mais ces petites boîtes-là, elles nous manquent aujourd'hui, ces 230 personnes chez Fermov, ça nous manque beaucoup. Vous êtes tête de liste, si j'ai bien compris, aux élections européennes. C'est que nous avons accepté au sein de l'Union européenne un dumping fiscal qui, finalement, rend... on court une course, puisqu'on est toujours trop technique, on est en train de faire une course à handicap. C'est-à-dire qu'on est, parce que nous sommes un pays, finalement, qui respecte un minimum de protection sociale, on court finalement le tiercé avec des sacs. C'est le moins 10 ans, quoi. C'est le moins 10 ans social. Avec des sacs et du plomb dans les sacoches. Et l'Irlande continue à faire du dumping fiscal au sein de cette Union européenne. Donc ce modèle libéral du moins 10 ans ne fonctionnera pas. C'est exactement le problème de la dérive qu'a connue l'Union européenne. Mais je suis d'accord. L'après-effondrement du mur de Berlin. Le travailleur détaché, en étant l'exemple type, puisque qu'est-ce que c'est qu'un travailleur détaché ? C'est quelqu'un qui vient d'un pays travailler dans un autre. Au lieu d'être payé au salaire et de payer les charges sociales du pays dans lequel il arrive, la réalité, c'est qu'il vient avec le dumping social moindres ou des salaires moindres et il tire tout le monde vers le bas. Moi, je dis que le travailleur détaché, dont M. Macron nous avait dit que c'était réglé, c'est totalement faux. Absolument pas réglé. Il y en a 516 000 en France, on en voit d'ailleurs partout sur les chantiers, notamment. C'est une arme de destruction massive de l'idée européenne. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas expliquer à un salarié, dans quelque pays que ce soit, que son emploi est pris par quelqu'un au prétexte qu'il est moins bien payé ou qu'il a moins de charges sociales. Et pour aller jusqu'au bout, il y a une chose très simple à faire. Partout où tu travailles, tu es payé au salaire de ceux qui sont tes concurrents, parce qu'on accepte, et on peut accepter, on doit accepter la concurrence entre les entreprises sur l'organisation, sur l'innovation, sur la puissance commerciale, sur la force de vente, mais pas sur le salaire ou la protection sociale de ses salariés. C'est vrai sur ça, et c'est vrai, il y a quelque chose qui me choque. Depuis 1 an et demi, j'entends M. Macron dire il faut qu'on fasse de l'harmonisation fiscale en Europe. Il a raison, on ne peut pas avoir le même marché, même Philippe Séguin disait ça d'ailleurs, on ne peut pas avoir le même marché. On ne peut pas avoir le même marché, Madame Simonet, j'ai juste terminé, on ne peut pas avoir le même marché, la même monnaie, ne pas avoir des fiscalités semblables, rapprochés, et des niveaux de protection sociale qui se rapprochent également. Or, on entend toujours M. Macron parler de la fiscalité et jamais du niveau de protection sociale. Et ça ne fonctionnera
le modèle ultralibéral qu'il défend, qui est celui qui a dérivé en Europe, est un modèle qu'il faut corriger. Oui à la concurrence, non quand elle est déloyale, entre les salariés comme entre les entreprises. Je crois que les Français ont parfaitement compris. D'abord, le président de la République a donné sa confiance à quelqu'un qui ne méritait pas. Quand celui-ci a fauté, il n'a pas su le sanctionner. Quand il s'est agi de le sanctionner, en réalité, on voit que la sanction n'est pas devenue effective. Il avait été viré sans être viré, on lui versait ses indemnités, puis maintenant il conserve ses passeports, puis son téléphone et des... Enfin, là, il y a deux solutions. Soit il y avait de la complaisance et c'est grave, soit c'est de l'inconscience ou de l'incompétence et c'est pire. Je le dis comme je le pense. Mais au fond, le plus important n'est pas là. Je pense que le plus important, c'est, vous disiez tout à l'heure, le pouvoir à l'Élysée, ça fait perdre la tête. Mais ça ne fait pas perdre la tête qu'à ceux qui y sont. Ça fait perdre à tous ceux qui sont en dessous. Parce que si on se souvient bien de l'affaire Benalla, on lui donne un brassard de police, on le laisse faire n'importe quoi, on ne signale pas à ses supérieurs hiérarchiques la façon dont il s'est comporté, si on nous dit la vérité. Tout ça pourquoi ? Parce que comme il est à l'Élysée, il est hors la loi. Il a le droit de faire hors la loi. Et je reviens à ce que je disais. Mais c'est pas nouveau, Je reviens à ce que je disais sur le problème institutionnel. Tant que nous aurons une telle concentration de loin, tout le reste dysfonctionne, y compris la démocratie. Et je voudrais terminer d'une chose. M. Macron a dit qu'il voulait réformer la Constitution. Au moment où M. Benalla est arrivé dans l'actualité politique, on était en cours d'examen. Or, la réforme de la Constitution qui était prévue, ça ne changeait rien, voire pire, ça aggravait la concentration des pouvoirs dans les mains d'un homme et pas de contre-pouvoir en face. Moi, j'attends une chose du président de la République pour qu'il soit à la hauteur de sa fonction. Qu'il ait fauté, qu'il se soit trompé, que ses services aient été incapables, qu'il n'ait pas su les commander, peut-être. Mais maintenant, il faut changer les institutions pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et dernière chose, il est choquant qu'après que la majorité ait saboté l'enquête parlementaire que nous avions faite à l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui on voit un M. Benalla qui dit, dans son droit d'ailleurs, je ne peux pas répondre à cette question, il faut changer la loi pour faire en sorte que, devant une commission d'enquête parlementaire, comme ça se fait dans d'autres démocraties aux États-Unis et ailleurs, on soit en capacité de poser une question et d'avoir des réponses. Il n'y a pas que devant les juges que les gens qui commettent... Parce que s'il y a des dysfonctionnements... Parce qu'on rappelle que c'est parce on ne peut pas le savoir avant 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire avant la fin du mandat de M. Macron. Est-ce que, avant de finir, un sujet qui vous tient à cœur, Daniel Simonet, je vous ai promis qu'on en dirait un mot, c'est une grève de la faim en Turquie. Racontez-nous exactement de quoi il s'agit. Oui, la députée Leyla Güven, une députée du HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est emprisonnée en Turquie, est en grève de la faim depuis le 7 novembre. Là, elle est entre la vie et la mort, dans un silence médiatique assez assourdissant et gouvernemental. Or, M. Lagarde, d'ailleurs, a participé à la co-signature d'une lettre avec d'autres députés à l'initiative du député France Insoumise Éric Coquerel. Vous êtes plusieurs députés à avoir interpellé M. Macron pour qu'il intervienne auprès d'Erdogan. Il faut empêcher Erdogan d'attaquer les Kurdes, notamment au Rojava, et exiger la libération de tous les prisonniers politiques en Turquie. Elle est en danger de mort et il y a 10 000 personnes actuellement en grève de la faim dans les geôles 10 000 prisonniers Erdogan. politiques. Voilà, appel lancé, appel qui vous réunit, donc on le voit bien ici ce soir. Merci beaucoup à tous.